Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8, le château dans le sable. Récemment, des villageois ont sorti de terre quelque chose d'exceptionnel en Inde, les restes d'un temple extrêmement bien conservé qui était perdu depuis la moitié du 19e siècle. La découverte a été faite dans le village de Perumalapadu au sud de l'Inde. L'histoire du temple est rocambolesque. Vers 1850, tout le village était menacé par des crues de la rivière qui menaçaient de tout emporter à n'importe quel moment. Et c'est ce qui est arrivé, obligeant les habitants du village à s'éloigner des berges du fleuve. L'édifice fut ainsi abandonné à son sort jusqu'à être recouvert par les sables. Mais le souvenir du temple, consacré au seigneur Nageshwar, plus connu dans le monde occidental comme Shiva, a perduré et a été transmis entre les générations. C'est ainsi que de jeunes villageois ont profité du confinement pour aller à la recherche du temple légendaire et ont même réussi à le retrouver. Le temple a été bâti il y a près de 300 ans et la majorité du complexe du temple reste toujours enseveli sous les sables et les concrétions. La légende raconte que le temple a été consacré par le seigneur Parashurama lui-même, le sixième avatar du dieu hindou Vishnu, chose qui profère au temple une très grande importance dans la religion hindoue, puisque le dieu Krishna est lui-même un avatar de Vishnu. Et ce temple n'est d'ailleurs pas le seul qui est perdu dans la région. Il existe tout un complexe enseveli sous les sables, mais les recherches restent très fastidieuses, car un éboulement de terrain peut survenir à tout moment. D'ailleurs, la partie excavée ne représente que le dôme supérieur du temple, le reste est toujours enseveli et on ne peut qu'imaginer sa grandeur. Numéro 7. Sorcellerie nazie. Qu'y a-t-il de pire qu'une bibliothèque nazie ? Eh bien, une bibliothèque nazie portant sur les sciences occultes. Une collection de milliers d'ouvrages sur les sciences occultes volés pendant la Deuxième Guerre mondiale par le chef de la SS a été découverte en République tchèque dans un entrepôt de la Bibliothèque nationale. Heinrich Himmler a toujours été fasciné par les sciences occultes. Le chef des SS et au fil des années s'est créé une bibliothèque personnelle de 13 000 ouvrages sur ce sujet qui l'obsédait. Cette collection, recherchée depuis de nombreuses années, a été découverte dans un entrepôt de la Bibliothèque nationale près de Prague en République tchèque. Elle comporte des livres sur la franc-maçonnerie norvégienne, mais également des exemplaires traitant de la sorcellerie en Europe. Cette collection revêt une importance historique de grande ampleur. Ces livres volés durant la Seconde Guerre mondiale représentent encore aujourd'hui la documentation la plus complète du monde sur les procès en sorcellerie. Selon toute vraisemblance, beaucoup de ces livres appartiennent à la Witches Library, bibliothèque spécialisée dans la sorcellerie constituée par Himmler. Himmler cherchait dans cette documentation une façon de légitimer les pensées racistes et xénophobes de son régime, mais il cherchait aussi à discréditer l'Église catholique romaine pour qui il avait une aversion particulière, surtout après avoir appris que l'une de ses ancêtres avait été brûlée vive accusée de sorcellerie. Himmler a tout au long de sa vie cherché à légitimer ses spéculations pseudo-scientifiques. Selon lui, le Vatican aurait tenté d'anéantir entre guillemets la race allemande en menant des chasses aux sorcières durant le Moyen-Âge. Telle une croisade, le chef suprême de la SS fonde dans les années 1930 l'ordre de chevaliers nazis, sur le modèle de la légende de la table ronde au château de Wewelsburg, la citadelle de l'ordre noir. Il crée également le Sonderkommando, chargé de rassembler tous les documents en lien avec la sorcellerie, l'occultisme et le surnaturel. Voilà. Et dire que cet homme a été nommé le grand ordonnateur de la solution finale. Numéro 6. L'éternel baiser. L'une des découvertes les plus touchantes et les plus troublantes de l'histoire a eu lieu en Iran en 1972. Sur le site archéologique de Tepe Hassanlou, une équipe d'archéologues a découvert 2 squelettes humains. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel, mais les 2 squelettes ont été retrouvés dans une position d'étreinte, ce qui a valu à la photographie son titre Les Amoureux d'Hassanlou ou le baiser qui dure depuis plus de 2800 ans. Leur baiser qui semble éternel et figé dans le temps est d'autant plus touchant quand on sait qu'ils sont morts au milieu d'une bataille pour le contrôle de la ville et se sont réfugiés dans une fosse. Ils y sont morts sûrement par asphyxie après s'être embrassés tendrement. La datation au carbone 14 indique que ceci s'est produit vers l'an 800 avant Jésus-Christ. La cité, surnommée la Pompéi iranienne, a été victime d'une attaque d'une très grande violence et des corps ont été retrouvés éparpillés partout dans la ville. Les assaillants ont aussi tout pillé et brûlé la ville avant de partir. Et les chercheurs pensent que les 2 amants s'étaient réfugiés dans la petite fosse réservée au stockage de céréales avant de succomber, non pas sous les coups de leurs assaillants, mais plutôt par asphyxie.
sans doute à cause des fumées des bâtiments environnants qui brûlaient. Une découverte touchante et pleine de tendresse qui dénote avec toute la barbarie qui les entourait. Numéro 5, le guerrier non-binaire. Les restes d'un mystérieux guerrier, mort il y a plus de 1000 ans, ne cessent de troubler les experts depuis leur découverte et remettent en question tout ce qu'on croyait savoir des rôles attribués au sexe dans les communautés scandinaves médiévales. Le guerrier, qui semble avoir été une personne au statut social très important, présente des signes très contradictoires, laissant les anthropologues perplexes. L'individu a été découvert dans une tombe au sud de la Finlande en 1968. Le défunt portait une robe ainsi que des parures féminines, mais bizarrement, sa tombe contenait aussi une épée massive sur son côté gauche, un traitement exclusivement réservé aux hommes. Devant de telles données en contradiction, les archéologues ont donc conclu qu'il s'agissait en réalité d'une femme, puisqu'elle avait été enterrée avec 3 broches et des vêtements typiques symbolisant un pouvoir féminin. Mais comment expliquer la présence de cette épée sur son flanc gauche? Une chose était sûre, et que l'individu était une personne très importante dans sa communauté, ayant reçu un traitement très spécial et enterré avec beaucoup d'objets de valeur. Mais un demi-siècle plus tard, des chercheurs de l'université de Turku ont procédé à une analyse de l'ADN pour déduire le sexe chromosomique de l'individu, et il s'est avéré que la personne enterrée était atteinte d'une aneuploïdie du chromosome sexuel, c'est-à-dire que cette personne était née avec un sexe masculin mais avec un chromosome en plus. Au lieu d'avoir des chromosomes XY, la personne était dotée de chromosomes XXY. Également connu sous le nom de syndrome de Klinefelter, cela entraînait chez l'individu l'apparition de caractéristiques féminines, telles qu'une diminution de la masse musculaire ou une croissance mammaire. Le guerrier ou la guerrière était donc intersexe, et au vu du soin qui a été accordé à sa sépulture et la présence aussi bien que d'attributs masculins que féminins dans sa tombe, les scientifiques ont donc conclu qu'aux yeux de cette société finlandaise du XIe siècle, son intersexualité était entièrement acceptée. En témoigne le profond respect avec lequel l'individu avait été enterré, indice que sa communauté en avait une perception non-binaire. L'individu enterré était vraisemblablement un membre très respecté de sa communauté. Il a été déposé dans la tombe sur une couverture de plumes douces avec des fourrures et des objets de valeur, explique Ulla Moilanen, archéologue de l'université finlandaise de Turku. Ce qui signifie que plutôt d'avoir été mis au banc de sa communauté pour sa différence, la non-binarité du guerrier était parfaitement acceptée. Numéro 4. Sacrifice aztèque. Des archéologues ont découvert des offrandes sacrées qui pourraient enfin les mener à faire une découverte tant attendue depuis des siècles. Ils espèrent pouvoir découvrir pour la première fois les restes d'un empereur aztèque ou un membre de sa famille. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, une telle découverte n'a jamais été faite auparavant. Non loin du temple le plus révéré par les Aztèques, des archéologues ont découvert une très grande boîte rectangulaire sculptée dans de la pierre qui trônait au centre d'une plateforme circulaire monumentale. Et à l'intérieur de la boîte, une surprise de taille les attendait. Les restes d'un jaguar habillé et apprêté comme un guerrier aztèque. La découverte de très grande envergure a été faite non loin du centre historique de Mexico où se trouvait autrefois le temple le plus important dans le culte aztèque durant le règne de l'empereur le plus puissant de l'histoire de l'Empire. Appelé le Templo Mayor, la pyramide à degrés faisait près de 15 étages de hauteur quand elle était encore en un seul morceau en 1521 durant la conquête espagnole. Et en plus du jaguar habillé comme un guerrier, ils ont aussi retrouvé les restes sacrificiels d'un enfant lui aussi habillé comme s'il était le dieu aztèque de la guerre. Ils ont aussi retrouvé quelques lames en silex très richement décorées de pierres et de bijoux. Les rapports historiques indiquent que les dirigeants aztèques étaient incinérés et leurs cendres étaient placées avec de très riches offrandes ainsi que les cœurs d'esclaves sacrifiés dans ce genre de boîte sacrificielle qui vient d'être découverte. Il est donc très probable qu'un empereur aztèque, l'un des plus puissants d'ailleurs, repose dans le coffre aux côtés des restes du jaguar, représentant le souverain autant que guerrier intrépide. Le coffre en pierre et son contenu reposent là depuis plus de 500 ans et les archéologues pensent même avoir identifié l'empereur en question. Des chroniques détaillant les rites funéraires de 3 rois aztèques, tous frères qui ont régné de 1469 à 1502, décrivent des rites très similaires. Et en 2006, un énorme monolithe de la déesse de la terre aztèque a été trouvé à proximité avec une inscription correspondant à l'année 1502, date à laquelle le plus grand souverain de l'Empire et le dernier des frères
frère, Ahuitzotl, est décédé. Mais depuis la découverte, les budgets ont été divisés par 2 et les archéologues espèrent compter sur plus de moyens pour enfin confirmer la découverte de la première sépulture d'un souverain aztèque. Numéro 3. La couleur du pouvoir. Des archéologues viennent de découvrir et pour la première fois un vestige de l'une des plus grandes richesses perdues de l'Antiquité. Dans l'Antiquité et tout autour du bassin méditerranéen, l'une des plus grandes richesses, plus chère que l'or lui-même, était un simple pigment. Un pigment qui était réservé aux élites, porté par les pharaons, les rois de Jérusalem et les empereurs romains et grecs. Le pigment en question est le, ou devrais-je dire la pourpre de Tyr, aussi appelée pourpre impériale, pourpre royale ou encore pourpre antique. Très coûteuse à produire et d'une exceptionnelle solidité, la pourpre de Tyr faisait partie des produits de luxe du monde méditerranéen antique. Pline l'Ancien écrit « La pourpre la plus estimée est en Asie celle de Tyr, mais pour la première fois, du tissu vieux de 3000 ans a été découvert dans la vallée de Timna, en plein dans le désert du Negev. La découverte est très rare, car des fibres ne survivent généralement pas aussi longtemps. Mais les conditions environnementales dans cet endroit désertique au taux d'humidité très bas ont permis sa survie pour plus de 3000 ans. L'invention du pigment est attribuée aux Phéniciens de Tyr qui se trouvent dans l'actuel Liban. D'ailleurs, 3 échantillons de tissu teints en pourpre de Tyr ont été retrouvés dans la région jusqu'ici, ce qui en fait aussi les premiers échantillons de tissu contemporains à la période des rois légendaires bibliques David et Salomon à avoir été découverts. Et qui sait, peut-être que l'un de ces bouts de tissu a été porté par l'un d'eux ou un membre de leur famille. Numéro 2. La Union. La Union était un bateau à roue à aubes espagnol qui desservait la Havane au 19e siècle et qui a sombré, emportant avec lui un très sombre secret qui vient tout juste d'être redécouvert. Le navire avait chaviré à cause d'un incendie et selon les rapports officiels, il aurait emporté avec lui 40 membres d'équipage et 60 passagers. Mais la réalité s'avérait être encore plus sombre que ça. Il est difficile d'estimer exactement combien de personnes ont coulé avec le navire, tout simplement parce qu'il transportait illégalement des esclaves mayas qui étaient considérés comme de la marchandise et non pas des passagers. Ils étaient illégalement transportés pour les faire travailler dans des champs de canne à sucre à Cuba, dans des conditions qu'on imagine terribles. Et l'épave du navire n'a pu être localisée pendant plus de 150 ans. Ce n'est que vers la fin de 2020 que des archéologues travaillant pour l'Institut national d'anthropologie mexicain sont arrivés finalement à identifier une épave repérée en 2017, submergée au large de la péninsule du Yucatan comme correspondant au navire perdu. À sa découverte, les chercheurs ne savaient même pas que le navire était utilisé pour transporter des esclaves. Il aura fallu près de 3 ans pour trouver une correspondance avec des archives historiques qui décrivaient la Union comme un navire transportant des passagers et de la marchandise, omettant par la même occasion l'usage le plus sinistre qui en était fait. À l'époque déjà, l'esclavage et les déportements de populations mayas étaient strictement interdits, mais cela n'empêchait pas les Espagnols de poursuivre leur trafic d'hommes. Ils promettaient aux Mayas des terres à Cuba afin qu'ils les suivent de leur plein gré. Mais au lieu de ça, ils se retrouvaient enchaînés à travailler dans des plantations de canne à sucre. Quelques rapports historiques parlent de 25 à 30 Mayas ramenés à Cuba avec chaque voyage de la Union. Numéro 1. Tatou géant. Imaginez vous balader au bord d'une rivière quand vous tombez sur quelque chose d'immense et d'une grande valeur historique. C'est ce qui est arrivé à cet Argentin alors qu'il faisait paître ses vaches. Et ce qu'il a trouvé ressemblait à 2 énormes boules qui sortaient de terre. Il a alors contacté les autorités locales qui ont envoyé sur place une équipe de paléontologues. Et ces derniers n'ont pas mis longtemps avant d'identifier la nature des étranges formations. Il s'agissait des restes de tatou géants appelés glyptodons. Mais en fouillant le site, une surprise les attendait. Nous y sommes allés avec l'idée de découvrir 2 glyptodons et quand nous avons commencé les recherches, nous en avons trouvé 2 de plus. Raconte l'archéologue Pablo Messineo, les glyptodons sont des mammifères herbivores apparus en Amérique du Sud il y a quelques 30 millions d'années. Et comme les tatous actuels, ils étaient caractérisés par la présence d'une carapace dorsale ainsi que de carapaces au niveau de la tête et de la queue. Mais ils se distinguaient surtout par leurs tailles imposantes qui dépassaient les 2 mètres de long pour une masse supérieure à 1 tonne. Ces glyptodons auraient vécu il y a quelques 20 000 ans et se trouvaient dans une position de vie. Autrement dit, la carapace positionnée dans le bon sens alors que de nombreux fossiles présentent une carapace retournée.
La première hypothèse étudiée est que les animaux se sont retrouvés embourbés, explique Messineo. Et une fois sortis de terre, les tatous géants demeurant dans la province de Buenos Aires pourraient être étudiés, préservés et restaurés. Comme d'autres espèces de la mégafaune sud-américaine, les glyptodons auraient disparu il y a environ 10 000 ans et découvrent les savoirs anciens que les scientifiques n'arrivent toujours pas à décrypter en cliquant sur cette vidéo.